Ces femmes du Nord et du Sud étaient à l'honneur pour cette première édition du Festival du Livre des Arts et des Cultures du Sud. Elles nous ont fait part de leur joie d'avoir pris part à cet événement, tout en nous présentant leurs préoccupations et pour certaines, leur dernière heure. Bonsoir Feriel. Bonsoir. Vous êtes romancière franco-tunisienne. Je me définirais autrement. Je suis une ancienne diplomate tunisienne et française, criminologue, chercheur en sciences sociales, journaliste, militante associative, entre autres. C'est assez complet. Oui, c'est assez atypique, oui. Vous avez participé à cette journée organisée par les FLAC. Oui. Donc c'était une journée autour de la littérature dans l'espace francophone. Quel était le but de votre présence? Pourquoi avez-vous participé à cette rencontre? D'abord parce que je suis le visage, si vous voyez l'affiche, et l'ambassadrice. Monsieur Hubert Fredin Dangbeng voulait en fait rendre hommage à mes 10 ans de combat, entre guillemets, de militantisme associatif pour les femmes et les enfants d'Afrique. Et c'était d'autant plus intéressant que je suis une maghrébine panafricaniste. Et ce panafricanisme est né parce que j'ai vécu 10 ans en Afrique de l'Ouest et mon papa était ambassadeur de Tunisie à Dakar et son ami c'était Senghor et ensuite Abdou Diouf. Donc j'ai été pétrie de cet amour pour l'Afrique noire. Voilà. Et donc donc ça a été, en plus la Tunisie vient d'avoir son prix Nobel. Vous connaissez l'histoire récente de mon pays, les difficultés que nous avons traversées et la nobelisation qui est quand même pour l'Afrique un formidable geste d'espoir et politique aussi du Nord qui démontre que l'Afrique peut être démocratique même si l'histoire est encore en cours. Voilà. Souvent on a l'impression que entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, il y a vraiment un clivage, un fossé. C'est pas une impression. Souvent, nous, Africains subsahariens, on a tendance à penser que ceux du Nord ne se considèrent pas africains et souvent quand on discute avec certaines personnes, moi j'ai discuté avec des amis tunisiens qui sont aussi noirs que moi, si pas plus, ne se considèrent pas comme africains, ils se considèrent comme tunisiens. Quel est votre regard à quoi c'est dû? Moi je dirais d'abord qu'ils sont ignorants de leur histoire parce que la Tunisie du temps de l'Empire proconsulaire romain s'appelait Africa. Ifriqiya. La Tunisie, c'est 3000 ans d'histoire, donc 3000 ans de brassage, d'invasion et entre guillemets de colonisation, même si nous avons été aussi des protectorats. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ni plus ni moins le résultat d'un héritage du colonialisme. Il faut se dire les choses, nous ne sommes pas très sud-sud. Des deux côtés de l'Afrique, nous sommes plutôt nord-sud. Mais c'est également venu par rapport à certains discours du Père Blanc qui disait que l'Afrique blanche n'avait pas d'estime pour l'Afrique noire et vice-versa. Car il faut savoir que ces entre guillemets clivages vont dans les deux sens. Mais il est un fait aussi qu'il y a une histoire. Il y a un poids historique qui fait que c'est vrai qu'on se positionne d'abord dans l'arabité, dans l'islamité, qui est quand même notre religion dominante. Et donc, de ce fait, culturellement, on était plus à même, vu qu'on avait une même religion, de se tourner vers les pays du Golfe qui pourtant n'ont rien à voir avec nous, ils n'ont de commun que la religion. Et d'ailleurs, je trouve cela fort déplorable. Il y a également le résultat de la traite des esclaves, qui est là aussi, qui ne fut pas aussi agressive et douloureuse que ça a été s'agissant du monde occidental, mais qui est quand même une réalité. Enfin, ça reste à débattre parce que bon, tout le monde n'est pas d'accord avec votre point de vue, mais bon, c'est pas l'objectif. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que les Tunisiens ont été des colonisateurs de l'Afrique subsaharienne. Je parle dans l'ensemble plutôt le monde arabo-musulman. Oui, mais là je parle de la Tunisie. Je parle de la Tunisie parce que c'est mon pays. Je ne vais pas parler des autres, ce n'est en effet pas le débat. Nous sommes conscients de ces clivages, mais je veux dire simplement que c'est dans les deux sens. Car moi, l'africaine de cœur, et ce qu'il faut savoir, mon papa était 10 ans en Afrique subsaharienne, j'ai grandi avec les écrits des pères de la négritude. Mais il faut savoir aussi que Bourguiba vu également le frère de Senghor, de Nkrumah, etc., qui a eu ce formidable rêve panafricaniste qui aujourd'hui a un peu avorté
comme pas mal de groupements régionaux, comme l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, c'est mort-né. Donc, d'un côté, vous avez les résultats du colonialisme, d'un autre côté, vous avez l'ignorance populaire, et de l'autre côté, vous avez aussi des motivations purement géoéconomiques. Le Tunisien ou le Camerounais, il préfère aller faire son festival à Avignon et à Paris plutôt qu'à Carthage ou au Cameroun. Donc il y a également cet aspect-là, mais il y a réellement un problème également de méconnaissance entre les deux peuples. Mais l'Afrique est plurielle, elle est tellement diverse et comme on dirait, on regarde midi à sa porte, c'est-à-dire qu'on va voir beaucoup plus, on va regarder plus facilement ce qui est proche de nous et moins ce qui est, voilà. Regardez l'Afrique, de l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, c'est des histoires tout à fait. Par contre, moi, je ne suis pas persuadée que c'est la vision qu'on doit avoir de cette Afrique. Moi, je suis une panafricaniste et je crois aux États-Unis d'Afrique. Mais je pense aussi qu'il y a des histoires douloureuses qu'il faut qu'on assume également de par notre passé et qu'on puisse rebondir. C'est par rapport à cette mémoire-là qu'il faut également travailler. Et je pense aussi qu'il faut le faire également aux enfants très jeunes. C'est aussi une question d'éducation culturelle et historique. Mais moi, je suis très fière de mon africanité. Mais je suis aussi méditerranéenne et je suis aussi arabe et je suis aussi musulmane. Donc ça fait beaucoup de strates et c'est très difficile à digérer. Donc voilà la raison pour laquelle on a plutôt tendance à regarder du côté du monde arabe et musulman parce qu'on a une même religion et c'est beaucoup plus facile à intégrer. Ceci dit, Saint-Augustin, chrétien, est un Tunisien. Kahina est une juive. Donc, et notre histoire fait que c'était l'Afrique, la Tunisie avant, du temps de l'Empire romain. La politologue que vous êtes, quel regard porte-t-elle sur la figure de Kadhafi qui a justement, en tout cas c'est une figure très controversée, mais du point de vue africain, c'est quelqu'un qui est quand même de manière générale assez apprécié parce qu'il a fait énormément d'efforts. Ça a été un des leaders arabes qui a fait énormément dans l'ouverture. Le chaos qu'il y a aujourd'hui, je suis française, hein. Je ne vais pas citer ces deux noms. Vous savez ce qui s'est passé, le chaos a commencé à partir de là. Et la Tunisie a vécu ce chaos en effet tsunami. Ils ont tué quelqu'un qui peut-être c'était pas un ange. Hein, entendons-nous bien. Il utilisait aussi son peuple, il les victimisait. Mais c'est aussi une grande figure politique régionale et qui avait eu le mérite de réunir les tribus et de les pacifier. Et je ne suis pas pour l'ingérence de l'Occident, pour faire la police ou la justice d'un quelconque dictateur qu'on a soutenu. Et là, je vais me faire des amis, et parfois on a même profité de ses largesses. C'est une catastrophe aujourd'hui dans la région. Donc oui, je fais la part des choses. Je ne dis pas qu'un dictateur vaut mieux qu'un autre. Je dis simplement qu'on a un dicton en Tunisie qui dit « Garde ton monstre, sinon viendra un plus grand ». Alors vous avez présenté dans le cadre de cette rencontre littéraire deux de vos ouvrages. Donc en fait c'est un ouvrage en deux parties. Donc ça parle de l'enfance et des violences de la guerre. Parler des enfants soldats. Quel a été le but de ce travail? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette problématique qui est très complexe? D'abord, je suis criminologue, déjà, et je ne m'intéressais pas au profiling. De par mon vécu, je m'intéressais au droit humanitaire international, mais ce qu'on ne sait peu, en tout cas, c'est que j'avais été stagiaire durant le deuxième anniversaire des génocides pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda aux Pays-Bas, au TPI. Et j'avais été recrutée à l'époque par le procureur sud-africain Richard Goldstone à la division information et j'ai travaillé aussi au Victim and Witness Unit. Et ce que j'avais lu à l'époque, jeune, je sortais de mes 2-2A en sciences criminelles, m'a profondément bouleversée. Après, la vie, bien sûr, a fait que je n'ai pas commencé le chemin qui aujourd'hui est le mien. J'ai commencé par faire de la diplomatie, toujours dans le droit humanitaire et la géopolitique, et ensuite du journalisme. Et je traitais de ces sujets. J'ai accouché de mes jumeaux, puis vint le printemps arabe, où je commençais à constater que ce problème que je considérais géographiquement localisé, entre guillemets, dans certaines, malheureusement, régions du monde, je parle de l'Asie, de l'Amérique latine également, hein, c'est pas que l'Afrique centrale, hein,
commencé également à toucher des régions qui traditionnellement n'ont jamais connu ni le terrorisme, ni la radicalisation religieuse, ni l'utilisation d'enfants à usage de guerre. On a commencé à voir des petits-enfants, des jeunes et même des femmes qui faisaient entre guillemets ce qu'on appelle le djihadisme sexuel en Syrie et des jeunes qui venaient se battre pour des motifs idéologiques fort contestables. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait ça commençait à être un problème non seulement endémique mais global. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, voilà, j'ai voulu reprendre cette recherche doctorale à la base, que j'avais commencé à Paris 2. Et parce que je considère aujourd'hui que même si c'est un problème endémique et que seule la volonté politique des États, parce que les conventions elles sont là, et que certaines dictatures, certaines gouvernances sont même complices et utilisent ces enfants. Mais je ne les critique pas vraiment puisque c'est un problème depuis la nuit des temps. Puisque dans la première partie, je fais une revue de la littérature ou même du temps de l'Antiquité des Spartiates. On créait ces enfants à tuer. Donc c'est un gueuloir, c'est vraiment un réquisitoire pour faire prendre conscience, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans nos capitales européennes, nous avons ce problème de la radicalisation. Comment est-ce qu'ils se font recruter du jour au lendemain, vous les trouvez soit morts ou décapités ou autre chose. Et c'est vraiment une prise de conscience et un appel aux institutions internationales, aux politiques, mais également à la société civile à être vigilant et à essayer de détecter quels sont les mécanismes du basculement dans le nihilisme, le néant, quand tuer est la norme. Et c'est un problème qui est malheureusement partout. On recrute dans les banlieues ici, à Paris, et du jour au lendemain, vous trouvez des jeunes filles qui étaient en mini-jupe et le lendemain, elles portent le tchador et elles font les choses que vous avez vues à Paris ou en Tunisie. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion, une analyse et également sur comment faire face et comment gérer également les enfants une fois qu'ils sont désembrigadés, parce que c'est pas gagné. Parce qu'un enfant qui a grandi, les enfants du Rwanda qui ont tué à machette et qui ont vécu 10 ans dans les prisons ressortent, mais ils sont à la rue, et donc ils vont reproduire dans la rue. Voilà. Et donc c'est un vrai problème de défense sociale. Ça, c'est typiquement de la criminologie. Vous avez abordé la question que je voulais vous poser, justement la question de la réinsertion de ces jeunes dans les sociétés. Est-ce que c'est complètement impossible? Est-ce que c'est des enfants qui sont complètement perdus? Ce sont des enfants à risque, parce que la récidive, elle est toujours là. C'est comme quelqu'un qui a été sur une substance. S'il n'a pas un modèle identificatoire ou un écran ou un suivi dans la durée, il y a des chances parce que c'est aussi des enfants qui ont fait ça pour survivre. Il y a les enfants qu'on a ratés, qu'on a kidnappés. Il y a les enfants qu'on a endoctrinés. Il y a aussi les enfants qui sont dans la misère, qui vont reproduire ces mécanismes qui sont devenus la norme, puisque les valeurs ne sont plus les mêmes. Ce qui est anormal devient normal, puisque c'est récurrent et que c'est endémique. Et donc en fait, ces livres, c'est pas uniquement les enfants soldats, c'est les problématiques des enfants déplacés, des enfants exilés. Est-ce que vous abordez dans votre livre, malheureusement je ne l'ai pas lu, mais on a beaucoup parlé ces derniers temps des jeunes qui vont faire le djihad, des jeunes qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe. Et donc, quelle est votre lecture par rapport à ce phénomène des jeunes qui viennent... Mais c'est souvent des jeunes qui viennent de milieux très différents. Il n'y a pas toujours des jeunes d'origine allochtone. Oui. On a aussi des jeunes blancs, bleus, belges. Voilà, ce sont des enfants en perte de repères et qui se sentent exclus de leur société. Parce que la société à l'heure actuelle est excluante pour les jeunes. Je parle de chômage, je parle d'intégration, je parle de décalage entre ce que nous renvoie la télévision en termes de consommation et la réalité économique et sociétale de nos sociétés aujourd'hui. Ce sont des enfants facilement endocrinables qui ont perdu leurs repères et qui sont à la recherche d'une autre identité et que certains discours, entre guillemets, leur donnent l'impression qu'ils vont retrouver cette famille qu'ils ont perdue et ce sens qu'ils n'ont plus parce qu'ils vomissent une certaine société occidentale.